Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Canal M pour l'émission Porte-parole. Avec l'émission, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vous toucher, on veut vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Viktor Frankl disait que l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Et au lieu de se demander si la vie a un sens, il faudrait imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Ça, c'est sûr que ça te parle. N'est-ce pas, Madame Nancy Audet? Ça te parle. Ça me parle beaucoup, beaucoup. Hein? De donner un sens à ta vie à chaque jour, à chaque heure. Ouais. Et ça implique de donner un sens à ton histoire, à tes souffrances, à tes passages à vide, à tout ce que tu as pu vivre depuis que tu es toute petite. Parce que quand on pense à Nancy Audet, maintenant, c'est plus juste la journaliste sportive. C'est aussi la femme qui a grandi dans les mailles des familles d'accueil, de la DPJ, avec tout ce qu'il y a de beau et de moins beau. J'ai eu peur, Jean-Marie, quand j'ai raconté mon histoire, que le regard des gens change par rapport à moi, qu'on me voit comme peut-être comme une fille moins forte que je l'étais, qu'on me voit comme une victime. J'ai peur qu'on m'aime moins aussi, qu'on me juge. Il y avait encore beaucoup de honte dans mon petit cœur de petite fille. Finalement, j'ai réalisé que c'est pas ça. Je pense que ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est qu'on a tous des écueils, on a tous et toutes vécu des épreuves, mais il faut toujours s'en servir comme un tremplin. Je le croyais pas vraiment avant, mais maintenant, je comprends ça, que j'avais envie d'utiliser ça pour le transformer en quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand que ma souffrance. T'sais. Je me suis appuyée là-dessus, puis j'ai aucun regret. J'ai beaucoup, beaucoup grandi depuis que j'ai décidé de laisser tomber ces barrières-là. Mais en même temps, tu me dis, j'avais peur qu'on pense ça de moi. En fait, pose-toi la question, il n'y a pas plutôt toi qui avais peur encore, que ça t'habite trop, que ce soit un frein? Ah, c'est sûr. C'est sûr, j'étais tellement fragile encore puis vulnérable par rapport à tout ça. Puis encore trop souvent, je l'ai réalisé, c'était la petite Nancy qui réagissait aux situations de la vie de tous les jours, autant dans mes relations personnelles que dans mes relations professionnelles. Puis j'ai été chanceuse qu'un jour, un professionnel, un psychologue très aguerri que j'aime beaucoup, il m'a dit, Nancy, t'es pas tannée que ce soit toujours la petite Nancy qui réagisse aux situations. T'sais. Tu lui donnes encore beaucoup de place. Peut-être que tu pourras en prendre soin une bonne fois pour toutes, puis à l'avenir, que ce soit la grande Nancy qui apprenne à réagir aux situations de la vie. Mais comment on prend soin? Comment tu as pris soin de la petite Nancy? Je lui ai donné tout l'amour dont elle avait besoin. J'ai essayé d'être beaucoup plus douce avec elle, puis beaucoup moins dans le jugement, parce que je la jugeais assez sévèrement. Puis j'étais trop encore dans... C'est peut-être de ma faute ce qui m'est arrivé. Peut-être que j'étais pas une bonne enfant. J'étais trop turbulente. J'étais pas assez intelligente. Donc, j'en ai pris vraiment soin. Puis je lui ai dit, non, cette petite fille-là, c'était une petite fille très, très forte. Ah oui, j'ai appris à l'aimer, à la respecter, à l'admirer aussi, je pense, parce qu'elle n'a jamais baissé les bras. Jamais, 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 jamais. Puis j'éprouve un amour nouveau pour cette petite fille-là, puis ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, ça. Ouais. C'est spécial parce qu'il y a énormément de douceur qui émane de toi quand tu parles. Il y a énormément de bienveillance. Tu sais, t'es une belle âme, t'es une belle personne. On se connaît, on partage des choses ensemble au niveau du défi sportif Altergo. Comme porte-parole, tu sais, pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Ça s'en vient bientôt, le mois d'avril, ça s'en vient. Mais c'est fou parce que moi, quand je te vois, à chaque fois que je vois la journaliste sportive que tu as été. Je vois la personne aussi qui est ambassadrice, qui est porte-parole. Mais c'est drôle comment
on voit pas la victime. On la voit plus, là, la victime. Mais je sais qu'elle n'est pas loin. Là. On gratterait un peu, là, puis elle reviendrait à la surface. Hein? Oui, mais en même temps, je suis contente de jamais être restée dans la victimisation. J'ai eu une petite période, comme tout le monde, on passe par là. Mais rapidement, j'ai eu des gens dans ma vie qui m'ont dit que ça ne servait à rien de se victimiser. C'est plate, c'est très triste ce qui est arrivé, c'est correct. J'ai eu beaucoup de souffrance. Mais un jour, il faut être capable de dire, regarde, j'ai pas pu écrire les premières pages de mon livre, j'ai pas décidé ce qu'il y avait dedans. C'est plate, mais par contre, aujourd'hui puis demain, c'est moi qui décide ce qui est écrit dans mon livre. C'est moi. Au sens propre comme au figuré, oui. Parce que ça fait déjà 2 livres que tu écris, oui. Qui sont des best-sellers, puis qui sont des livres qui relatent énormément ton passage, hein, ton vécu. Puis pour les gens qui te connaissent peut-être pas au niveau de ton vécu, ton enfance, mettons, là, tu me fais un mini résumé, tu as à peu près 1 minute, 2 minutes. Prends le temps qu'il faut, mais résume-nous ton enfance, là, puis comment tu es devenue la femme. Bien, en fait, moi, je suis la 2e d'une famille de 3 enfants. Mais ma mère voulait juste avoir 2 enfants. Puis elle rêvait d'avoir un garçon. Et quand je suis arrivée en 2e, elle était très triste. Elle a pleuré à l'accouchement, puis elle était déçue. Et c'est pour ça qu'elle a décidé d'avoir un 3e enfant, pour avoir le garçon qu'elle voulait tant. Et malheureusement, l'amour ne s'est jamais développé entre nous. Et ça a été une enfance très difficile qui m'a mené à un signalement pour maltraitance à la DPJ quand j'étais petite. Et on m'a donc trouvé une famille d'accueil d'urgence. Et je suis allée en famille d'accueil une première fois, retour à la maison, beaucoup de violence physique, psychologique aussi. Tu sais, moi, ma mère, elle me disait toujours, avoir su que c'était toi qui étais dans mon ventre, je me serais fait avorter. Puis il y a eu plusieurs phrases très, très violentes, mais celle-là, elle a laissé des traces assez profondes. C'est de savoir que ta mère aurait préféré ne jamais te donner la vie, c'est très difficile à vivre. Donc, après, c'est difficile d'avoir un amour de soi, d'avoir une estime quand ta propre mère n'a pas eu cet amour-là pour toi. Fait que je me suis retrouvée une 2e fois en famille d'accueil à l'adolescence, après un passage en centre de réadaptation qui m'a beaucoup marquée. Cellule d'isolement, j'ai vécu, c'était quoi? C'est de vivre une solitude extrême. C'est quand je repense à mes plus grands moments de solitude, c'est à ce moment-là. Et puis finalement, je me suis accrochée, j'ai rencontré des gens incroyables qui ont cru en moi quand moi je croyais pas en moi-même, qui m'ont tendu la main à un moment où je pense que j'aurais pu facilement basculer de l'autre côté. Et je suis profondément reconnaissante de ça. Et c'est ce qui fait qu'un jour, j'ai repris pied, puis j'ai réussi à me construire, puis à réaliser ce grand rêve-là que j'avais de devenir journaliste. Mais aujourd'hui, j'oublie pas de dire aux gens que quand on tend la main, on peut changer le parcours de vie d'un enfant, d'un autre être humain. Ça peut être un adolescent, ça peut être un adulte aussi, tu le sais, t'en sais quelque chose. J'y crois fermement. Tu sais, avec des mots, on peut briser le cœur d'une autre personne, mais avec des mots, on peut aussi réparer le cœur d'une petite personne ou d'un adulte qui a été maltraité ou qui a été abandonné. Donc, je parcours maintenant, tu sais, c'est ça, ma mission de vie, c'est d'aider les enfants les plus vulnérables de notre société dans l'espoir qu'ils ne deviennent pas de grands adultes blessés, en fait. Tu le fais aussi à travers des projets? Tu sais, tu le fais pas juste à micro fermé quand les caméras ne sont pas là, tu le fais ça aussi, mais tu le fais à travers tes livres, tu le fais avec des projets télé. Donc ça te donne un levier, un pouvoir d'influence et d'éveil. Bien, je l'espère, c'est mon grand espoir. Tu sais, ça n'a pas été facile de quitter ma carrière de journaliste sportive. J'y ai pensé longuement. C'était mon rêve d'enfant. Mais je me rendais bien compte que ma mission de vie n'était plus compatible avec ma carrière journalistique. Je me suis demandé comment faire pour utiliser les forces que j'avais, la carrière que j'ai eue pendant 17 ans dans les médias, mes
mes talents, ce que j'ai développé en tant que journaliste, comment l'utiliser pour mener cette mission-là. Au début, c'était pas clair, mais j'ai essayé d'y aller à l'instinct, d'y aller avec mon cœur, tout simplement. Puis c'est ce que je fais depuis 2 ans, puis je regarde pas en arrière. Là, je sais où je m'en vais. C'est pas un sprint. Là. Moi, je suis dans un marathon, je suis dans un ultra-marathon. Je veux vraiment, vraiment sensibiliser les gens à la cause des enfants de la DPJ. La situation au Québec, elle est alarmante. Ce qui se passe en ce moment, c'est inquiétant et on doit en prendre conscience. On doit accepter d'être confronté. Je vois que les gens, là, ils préfèrent, je comprends, c'est pas le fun de se faire parler de ça, des enfants qui souffrent puis de la maltraitance, mais je pense que là, on est en 2023 puis il faut accepter de le confronter, de dire, voilà, on a un problème. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Passons à l'action. Il y a des choses qu'on peut faire. Et ça, tu sais, j'écoute souvent Paul Arcand le matin, puis lui, il appelle le mammouth, le système de santé, les fonds pour les fonctionnaires. Et je veux dire, on va arriver à faire bouger les choses, mais il faut qu'il y ait de la bonne volonté puis de la bonne foi des parties impliquées. Et ça aussi, c'est pas facile de faire bouger là. Le gros mammouth, là, c'est pas facile. Non. Alors, comment tu comptes le faire, toi? Bien, j'ai développé des stratégies. Parce que si tu te fies au mammouth, ça va pas fonctionner. Moi, j'y crois pas du tout. Québec, c'est pas la solution pour moi dans mon cœur et même dans ma tête. Tu comprends? Ça fait 30 ans que ça va pas, puis c'est pas demain que ça va aller. Beaucoup de résistance au sein du milieu, du ministère. Même parfois, j'ai le sentiment qu'on nous met des bâtons dans les roues. Je lisais un rapport, là, puis j'en parle dans mon 2e livre sur les enfants de la DPJ. Je lisais un rapport l'autre jour qui date de 1988 sur les situations de vie absolument troublantes des enfants en centre de réadaptation. Puis, je me suis dit que je pouvais juste effacer le 1988 là, puis mettre 2023 en haut. Là. La situation a zéro évolué. Donc, moi, ma stratégie, Jean-Marie, là, c'est comment je vais contourner le mammouth, puis comment je vais faire en sorte que les gens du milieu vont prendre les choses en main. C'est pas le gouvernement qui va s'occuper de nos enfants vulnérables, comme c'est pas le gouvernement qui va s'occuper de nos communautés vulnérables, et c'est pas le gouvernement qui va toujours non plus s'occuper de nos personnes âgées. T'sais, on paye beaucoup d'impôts. Je pense qu'on est tombé dans le piège de « le gouvernement va s'en occuper ». Non, c'est à nous. On va s'occuper de notre monde, on va s'occuper de nos enfants. On va pas attendre que le gouvernement s'en occupe. Donc, moi, je parcours, Jean-Marie, la province. J'ai donné beaucoup de conférences dans les villes à travers le Québec. Et ça commence à faire des petits. J'amène les communautés à se réunir. Je suis allée dans certaines villes où il y avait 300, 400 personnes du milieu. Il y avait des commissions scolaires, des organismes communautaires, des maires, des conseillers. J'assois ce monde-là ensemble puis je leur dis, voilà, mettez des choses en place dans votre communauté pour aider les enfants vulnérables. Et tu sais quoi? Ça fonctionne. J'ai plein de gens qui m'écrivent « on a fait ça ». Encore ce matin, j'ai reçu un courriel d'une ville où je suis allée où on est en train de mettre ce qui s'appelle un organisme ange gardien. Ange gardien, Jean-Marie, là, c'est dans chaque école d'une commission scolaire, il y a un ange. L'ange, il surveille ses enfants. OK? Puis, quand il voit qu'un enfant, par exemple, n'a pas d'habit de neige, il a froid, bien, 2-3 jours après, il y a un habit de neige dans son casier. Il y a un enfant qui ne mange pas à sa faim. On appelle ange gardien. Ange gardien, on a besoin d'un budget pour que cet enfant-là mange pour l'année. Bien, l'enfant, il mange. Wow. À partir de la semaine d'après, il y a un dîner. Il y a tout ce qu'il faut pour manger à sa faim. C'est magnifique comme projet. C'est magnifique. Puis là, ça se fait, là. C'est pas juste théorique, là. Ça se fait. Ça se fait. Ça a commencé en Abitibi-Témiscamingue. Ça fonctionne très bien. Les gens du réseau, je vois qu'ils se sont énormément mobilisés. Ils font plein d'activités maintenant pour ramasser des fonds. Ça, c'est ton coin, ça. As-tu commencé sur ton terrain à toi? Je suis allée là-bas parce que l'Abitibi-Témiscamingue, ça me fait mal au cœur de le dire, mais il y a 127 signalements par 1000 enfants. C'est la région au Québec en ce moment où il y a le plus grand nombre de signalements.
Donc, beaucoup de maltraitance dans ma région natale. Ça me fait de la peine. Donc, j'ai demandé aux gens là-bas de s'unir, puis de se réunir, puis de prendre les choses en main. On n'attend plus. On ne peut plus attendre. Donc, ben là, après ça, ben là, ça va bien. Donc là, maintenant, on est en train d'amener ça ailleurs. Donc, je m'en vais faire une grande soirée là, dans le coin de Saint-Amable bientôt, où on est en train de mettre la même chose en place. Puis, même chose dans le coin de Fortierville. C'est où? Fortierville, c'est la ville de Aurore, hein? Tu sais oui. ça. Non. Oui, donc on m'a invité là-bas et puis on est en train de mettre des choses en place là-bas. Moi, je trouve ça beau après ma conférence de voir les gens assis à des tables qui brainstorment puis qui partagent leurs idées puis qui unissent leurs forces aussi parce que on a des beaux organismes chez nous, mais souvent les gens travaillent en silo. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille plus ensemble, qu'on se donne un coup de main. On n'est pas en compétition, on a tous le même désir d'aider les enfants, parfois même la même vision. Il faut juste s'asseoir à la même table puis voir comment on peut faire. Tu sais, je disais par exemple, il y a des beaux grands centres sportifs. Tu sais, on a construit un beau centre sportif au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je disais, comment on peut faire pour offrir une dizaine d'inscriptions par année, gratuites, à des jeunes qui n'ont pas la chance de faire du sport, communiquer avec le centre de réadaptation de votre coin, OK? Puis demandez qu'on vous réfère une dizaine d'enfants, trouvons des équipements de hockey, puis offrons des inscriptions. Ça va permettre aux jeunes, ça, de travailler leur estime d'eux-mêmes, mais de se retrouver dans un groupe, de voir d'autres enfants, de vivre une certaine normalité parce qu'ils ne vivent pas cette normalité-là, puis de rencontrer des adultes significatifs aussi. Mais ça prend de l'argent, puis tu le trouves où, cet argent-là? Bien, moi, je pense que, je te donne un exemple, mais au niveau des villes ou des organisations sportives, il y a des organisations sportives qui vivent bien, là, Jean-Marie. Je pense que d'offrir 10 inscriptions par année, c'est pas un coût exorbitant, là, de trouver un commanditaire aussi pour habiller 10 enfants. Je pense que là, à ce point-là, c'est juste la volonté qui nous manque, là. Donc, trouvons cette volonté-là, ayons le désir de le faire. Puis, c'est ça le message que je vais donner. Tu sais, à Laval, cette année, l'Union des municipalités du Québec, Jean-Marie, a décidé de mettre en place un programme emploi pour nos jeunes de la DPJ. Parce que 17% seulement de nos jeunes sortent du système avec un diplôme d'études secondaires. C'est 75% dans la population. Donc, l'écart est énorme. C'est inacceptable. Je veux dire, on n'éduque pas ces enfants-là. Ils sont sous-scolarisés, puis on les envoie trop souvent à la rue. Donc, l'Union des municipalités du Québec a mis en place un programme pour aider les jeunes qui n'ont pas de famille, puis qui n'ont pas justement d'éducation, qui ont des difficultés. On leur offre des emplois dans les villes à travers la province. Dans plein d'emplois différents. Tu sais, il y en a qui vont travailler à la bibliothèque, il y en a qui vont travailler aux travaux publics. Il y a un jeune à Laval qui est allé travailler avec le service incendie cet été. Ils ont quel âge, tes jeunes? Ils ont entre 16 et 21 ans. Donc, c'est leur première job, c'est souvent. Leur première job. Puis, je suis allée les rencontrer. Il y en avait 22 ou 24 à Laval cet été. De voir les yeux briller à la fin de cette expérience-là. De voir l'impact que ça a eu dans leur vie. C'était tellement beau. On leur a donné non seulement un beau milieu de travail qui est bien structuré, on leur a permis d'apprendre des choses, on leur a permis de se trouver aussi une belle gang. Wow. Puis la plupart, tous ceux que j'ai rencontrés voulaient juste retourner l'année d'après. On leur a donné une belle dose d'espoir, tu sais, un bel élan. Fait que c'est plein. Fait que moi, partout à travers la province, je dis aux gens, le programme emploi, c'est important. On veut ça partout au Québec. Il y a encore des villes qui hésitent, qui hésitent parce qu'on a encore des préjugés envers les jeunes de la DPJ. C'est sûr. Donc, je leur dis, mettons de côté nos préjugés, là, puis tendons la main à ces jeunes-là. Et ces projets-là, je prends l'exemple de Ange Gardien. Ça, c'est ton idée, ça? C'est pas mon idée. Ça, c'est une ancienne enseignante de l'Abitibi, d'Amos, près de mon village natal, et une dame qui travaille à l'hôpital. Les deux ont pris leur retraite, puis ont vu tellement, tu le sais, dans les écoles, on voit beaucoup de choses. Puis ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont décidé de mettre ça en place. Puis elles m'ont demandé de me rencontrer quand je suis allée à Amos. Je suis allée voir leur projet, puis ça a été un gros coup de cœur. Je leur ai dit, votre idée, il faut amener ça partout.
Donc, je me suis donné aussi comme mission d'amener ça partout parce que ça fonctionne et c'est facile à mettre en place. Ça fonctionne avec des bénévoles. Ben oui. Donc, tu es un peu leur ambassadrice, quelque part. Pour pas utiliser le terme porte-parole, mais tu es un peu l'ambassadrice de ce mouvement-là que tu essaies d'implanter un peu ici et là. Oui, oui, mais tu sais, on peut le voir comme ça, mais toutes les bonnes idées, moi tu sais, je recherche. Hein. Tu y ajoutes du gaz. Je recherche, je vois c'est quoi les bonnes idées, qu'est-ce qui fonctionne, comment les communautés peuvent se prendre en main. Puis quand il y a quelque chose qui fonctionne, je saute là-dessus, puis je dis, OK, comment je peux faire pour l'amener plus loin? J'ai pas peur de prendre le téléphone. Comment je peux amener une petite différence supplémentaire pour faire bouger ces choses-là? Donc, quand je t'écoute parler, je vois que tu t'impliques à bien des niveaux, pas juste devant une caméra, et ça, c'est important de le faire, ou derrière un micro, mais tu le fais sur le terrain, tu le fais loin des médias, mais tu le fais aussi à travers les médias. Tu t'en sers de façon brillante. Mais, tu sais, l'émission, ça s'appelle Porte-parole. Donc, au sens large, t'es porte-parole de quoi? Des enfants vulnérables. J'oublie jamais ça. À chaque fois que je me pose des questions sur où est-ce que je m'en vais ou ce que je fais, est-ce que c'est bon pour les enfants? Est-ce que ça cadre avec ce que je veux faire? C'est toujours la première question que je me pose. Si c'est oui, j'y vais. Je me pose pas de questions. Moi, c'est ça. C'est ça ma mission. Il n'y en a pas d'autre. Puis ça va toujours être ça. Mais moi, je suis marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. La Fondation est devenue provinciale l'année passée. On travaille... les gens à la Fondation travaillent comme des fous. Jean-Marie, on y croit. On veut aller aider des enfants partout à travers la province. On veut améliorer les statistiques. On veut faire partie de la solution. Donc, moi, ça, la mission de la Fondation, je vais toujours pousser ça au maximum. Parce que la Fondation n'était pas connue à sa juste valeur. Donc, ça, c'est mon numéro 1. J'essaie de faire connaître la mission de la Fondation. Je veux qu'on continue à grandir. Je veux qu'on continue à amasser plus d'argent. Je veux qu'on continue à mettre en place des programmes. On en a 6 grands programmes pour les enfants. Ça fonctionne. On aide les enfants. On offre de la zoothérapie, de l'art-thérapie, du sport. On leur offre des bourses d'études pour leur permettre de continuer leur éducation. Du mentorat. Du mentorat. Écoute, sérieusement. C'est des beaux projets et c'est des projets qui sont déjà avec un air d'aller, là. C'est pas juste dans la théorie qu'il faudrait bien qu'on fasse. Je sais qu'en théorie, on veut faire plus de choses, mais tu es déjà dans cette mouvance-là. Donc, tu sais, tu es marraine de la Fondation. Tu es impliqué aussi avec les grands frères et grandes sœurs. Oui. Ça aussi? Bien, en fait, c'est qu'à la Fondation, nous, on rêvait, Jean-Marie, depuis quelques années, de mettre en place un programme de mentorat pour les jeunes de la DPJ qui n'ont pas d'adultes significatifs dans leur vie. Je le dis souvent, pour qu'un enfant se développe à son plein potentiel, il a besoin de 5 adultes significatifs dans sa vie. Puis malheureusement, chez nos jeunes, il y en a beaucoup qui n'en ont même pas un. Non. Donc moi, je suis à la recherche de cet adulte-là dans la vie des jeunes qui va venir faire la différence. Donc à la Fondation, on en rêvait depuis longtemps, mais le développement de ce programme-là coûtait très, très, très cher. C'était quelques millions de dollars. Il faut une expertise, Jean-Marie, parce que pour évaluer les mentors, pour que les jumelages fonctionnent, quand on a des enfants qui souffrent d'un trouble de l'attachement, on ne peut pas se permettre, tu comprends, un autre abandon. Il faut le faire, mais il faut le faire de la bonne façon. Donc, chez Grand Frère, Grande Sœur, on avait eu des discussions parce que l'organisme a déjà l'expertise. Il fallait peut-être l'amener un petit peu plus loin. Ouais. Donc, on a eu beaucoup de discussions, puis finalement... on a été chanceux parce que le ministre Lionel Carman, le ministre de la Santé et des Services sociaux, a accepté de financer le programme. Je vais pas te mentir, je jubilais. J'étais tellement contente. Et puis donc, on a réussi à mettre ça en place avec Grand Frère, Grande Sœur il y a 1 an. Et pour moi, c'était un naturel d'être porte-parole du programme. Là, quand on me l'a demandé, tu comprends? C'était le désir de la Fondation. Les deux, je pense, vont ensemble, là, tu sais. Ta maman biologique, quelle est la nature du lien avec elle maintenant? On n'a pas de lien. Pas du tout? Pas du tout. OK.
Je suis très en paix avec ça. Je lui envoie beaucoup d'amour. Oui. Beaucoup, beaucoup d'amour. OK. J'ai beaucoup d'empathie Ouais. pour elle. Mais j'ai coupé le lien il y a quelques années et je suis en paix avec ça. Je serais curieux, évidemment, peut-être toi aussi, au fin fond de ton petit cœur, mais quand tu regardes la femme que tu es devenue, puis malgré les embûches, malgré le lien qu'elle ne voulait pas avoir avec toi, je serais curieux de savoir quand elle voit ta face apparaître à la télé, dans les livres, dans les journaux. Parce que, tu sais, t'es comme l'image du lotus. Tu pars de la boîte, puis le lotus, lui, arrivé à la surface, en fait une magnifique fleur. Donc, c'est sûr que c'est peut-être confrontant pour elle, mais ce que je veux dire, c'est le cheminement que tu as fait. Je sais que c'est grâce à tout ce que tu as vécu. Tu sais, c'est de la résilience, hein? Le terme résilience, tu l'incarnes. Mais ta maman, là, qui voit ça, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'elle pense. Tu y penses-tu, ça? J'ai arrêté. OK. Ouais. J'ai arrêté parce que dans ma carrière de journaliste, un jour, je me suis rendu compte que, dans le fond, si je travaillais si fort, parce que moi, j'étais moins talentueuse que les autres, soyons bien honnêtes, j'avais peut-être moins d'outils, mais j'ai toujours été une grande travaillante. Je crois qu'on peut réussir en travaillant très fort et ça peut compenser. Hein? Mm-hmm. Mais je travaillais fort, fort, puis j'étais toujours dans l'espoir de prouver à ma mère que je valais quelque chose. Mm. Et c'est chez les personnes qui ont vécu de la maltraitance, il y a souvent ça. On va devenir des ultra performants, des grands travaillants parce qu'on a tellement pas d'estime de nous-mêmes qu'on veut toujours se prouver. On veut toujours prouver aux autres qu'on vaut quelque chose. Et ça peut devenir malsain. Moi, j'ai plus envie de prouver rien à personne. Ouais. Moi, je veux me prouver des choses à moi-même. Ça, c'est important. Puis à ma fille. Le reste, là... Donc, et quand j'étais journaliste, je me rappelle, Jean-Marie, je couvrais les Jeux olympiques en 2008 à Pékin. Puis un réalisateur qui m'a dit dans l'oreille, on rentre en onde dans 10 secondes, souris, il y a 1 million de personnes qui te regardent. Puis je suis partie à rire. Puis moi, la seule chose que je me demandais, c'était si ma mère me regardait. Parmi ce million de personnes-là, est-ce que ma mère est devant l'écran? Est-ce qu'elle est fière de moi? Puis pendant que j'étais à Pékin, elle m'a jamais envoyé un petit mot pour me féliciter. C'était l'indifférence, le silence était pour moi d'une infinie violence. J'ai plus envie de vivre ça. Donc, c'est une grande blessure puis une grande peine que tu ressens à ce moment-là, en 2008. Là. Énormément. Puis ça m'empêchait de vivre avec grand bonheur des moments extraordinaires. À quel moment tu as décidé que ça suffit? Que tu ne veux plus être esclave de son regard, de ses applaudissements? Oui. Il y a eu quelques événements, mais un événement en particulier où on m'a dit que ce que je faisais, c'était jamais correct. Où on m'a dénigré beaucoup. Puis je suis partie brisée. Encore une fois, c'était ça tout le temps. Puis après, j'étais toujours 2 semaines, 3 semaines à pas dormir, à être dans un état de grande détresse. Et j'avais plus envie de vivre ça. Là, j'ai décidé que c'était assez, que j'allais m'aimer assez pour prendre la décision difficile de rompre le lien, puis d'arrêter justement d'attendre un regard bienveillant sur moi qui viendrait jamais. Ça a été tout un travail de m'offrir moi-même ce regard-là. Ça a pris des années avant d'être capable de me donner ça. Donc, c'est une grande libération de plus attendre ça. De ta mère de biologique, ma mère, mais est-ce que tu as tenté de le chercher dans les yeux d'une autre personne? Ah, ça, c'est sûr. On tombe toujours dans ce piège-là, dans le regard de ben des gens, en fait. Probablement de toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie, j'ai essayé de trouver ça. Je suis tombée dans ce piège-là, bien contente d'en être sortie. Est-ce que j'ai pas des petites rechutes une fois de temps en temps? Probablement. Mais je suis capable de me ramener. Tu te parles, la tête te rappelle. Ta tête va te ramener, va te rappeler. Oui. Sauf que tu es une fille sensible, tu es une amoureuse de la vie, donc
on n'est pas à l'abri d'être sensible au rejet et à l'abandon. Et Dieu sait qu'en relation affective, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, au travail, on développe des liens affectifs. Est-ce que tu te sens, j'allais dire plus fragile qu'un autre, là, mais sens-tu que ça, parfois, c'est là puis c'est juste next door, là? C'est juste à côté. Ah oui, il faut tellement que je fasse attention à ça. Mais j'ai eu tendance à aller vers des gens qui étaient très indifférents par rapport à moi dans mes relations interpersonnelles. Oh. Oui. Et ça, c'est un défi, ça aussi. Ça hein? a pris un bout de temps à m'en rendre compte. Là, tu reproduis le modèle. Oui. Puis tu t'en rends même pas compte hein, que tu es dans ce type de relation-là. Là. Et puis, donc, tout ce que tu as cherché toute ta vie avec tes parents biologiques ou tu le cherches dans ta relation amoureuse à prouver à l'autre que tu vaux quelque chose, mais c'est une personne totalement indifférente, peu importe ce que tu accomplis. Inconsciemment, si tu avais à choisir entre un homme aimant, fin, gentil, qui t'aime déjà, puis un autre qui est un bad guy, il faut que tu essaies de séduire pour que tu puisses être enfin aimé. Je sais lequel t'étais sur le bord d'aller chercher. Oui, j'ai eu les deux. Oui. Mais j'avais tendance à aller vers le mauvais. Ouais. Parce que c'est ça que je connaissais. Ouais. Mais c'est tes cellules nerveuses, hein, c'est quelque chose qui t'habite, tu t'en rends même pas compte. C'est tellement inconscient, c'est tellement profond. C'est long avant de se rendre compte de ça. C'est à travers toutes mes lectures puis mes nombreuses thérapies qui m'ont coûté des milliers et des milliers de dollars que j'ai fini par comprendre ça. Ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Hein? Fait qu'il faut se déprogrammer puis apprendre à aller vers ce qui est bon, la bonne personne, bien choisir les personnes de son cercle. Bien, notre temps est précieux, notre vie est précieuse. Je ne perds plus de temps avec des gens qui me tirent par le bas. Moi, je vais juste vers les gens qui me tirent par le haut maintenant. J'ai envie de me bercer avec ces belles paroles. Puis je pense que c'est ce qu'on fait, toi puis moi, ensemble, quand on se voit. On essaie de s'élever. On a la chance de mariner dans une cause qui nous touche, les enfants qui ont des handicaps, avec le défi sportif Altergo. Ça aussi, ça fait partie de ta mission. Hein? Et mon Dieu, qu'ils sont faciles à aimer. Hey. Tellement le fun, cette gang-là. Ils m'impressionnent tellement. À chaque fois que je les vois, là, j'ai le regard brillant d'admiration, d'amour pour ces enfants-là. Ils ont tellement à nous apprendre. Tellement. Ben toi, merci d'être avec nous aujourd'hui, Nancy Audet, qui a beaucoup à nous apprendre. Puis dans la prochaine demi-heure, on va en apprendre sur toi. Grâce au hasard des questions que tu vas piger. Revenez-nous. Vous êtes à l'antenne de Canal M, ici Jean-Marie Lapointe pour l'émission Porte-Parole et j'en ai toute une devant moi, Nancy Audet. Je tiens le chapeau du défi sportif Altergo dans lequel il y a plein de questions. Nancy est porte-parole du défi sportif Altergo avec Chantal Petitclerc, avec Hugo Girard. On est une belle gang. Meeker, guerrier maintenant. Meeker fait partie de la famille. J'étais contente qu'il accepte d'embarquer avec nous. C'est un beau monsieur. Tout un bon animateur, un bon journaliste, mais tu sais, il complète bien la famille des porte-paroles comme toi. Alors là, la prochaine demi-heure, ce qui reste de temps, c'est que tu piges tes questions, tu t'amuses avec ça. C'est donc bien excitant! Ben, c'est sûr que c'est le fun, c'est un jeu, on s'amuse. OK. Quelle a été la plus grande surprise de ta vie? Tomber enceinte de ma fille. Oui, ça a été une énorme surprise. J'avais 38 ans. Je n'y croyais plus. Le cœur qui battait vite, le bonheur que j'ai ressenti à ce moment-là. Il n'y a jamais aucune surprise qui va surpasser ça dans ma vie. Oui, quelle incroyable surprise. Elle continue de me surprendre tous les jours.
Elle a quel âge, ta fille? Elle vient d'avoir 7 ans. Oh, une toute petite puce. Elle a quel âge? Puis c'est quoi son nom? Lona. Lona. Ouais, la belle Lona qui rit tout le temps. Ça s'écrit comment, Lona? Launa. Ça veut dire? En fait, c'est un prénom haïtien. Je trouvais pas de prénom pour ma fille. Puis j'ai un ami haïtien qui m'a dit, tu devrais l'appeler comme ma mère. Sa mère est décédée quand il était petit. Et puis je lui ai dit, comment elle s'appelait ta maman? Il m'a dit Lona. Et je lui ai dit, ah, j'aime beaucoup ça. Je m'attendais comme pas à ça. Je ne connaissais pas ce prénom. Et j'ai essayé d'en trouver d'autres, mais c'était le nom qui résonnait toujours. Il revenait tout le temps. Et ça lui va très bien. Et la signification? Je le sais pas. Je sais pas s'il y a une signification. Honnêtement, j'ai jamais... OK. Je vais regarder. C'est une bonne question. Prochain devoir. OK. Et qu'est-ce qui sera écrit sur ta pierre tombale? Oh là là. Probablement celle qui aimait profondément les enfants. Wow! Ouais, je les aime profondément. Une belle réponse, ça. Ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que c'est pas scripté, hein? Une vingtaine de questions qu'on a écrites, puis... Qu'est-ce qui actuellement dans ta vie t'inspire le plus? Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent en ce moment. C'est sûr que ma fille m'inspire beaucoup, mais je te dirais que les jeunes que je croise en centre de réadaptation sont probablement ceux qui m'inspirent le plus à travers les discussions que j'ai avec eux. Je comprends beaucoup de choses. Ils sont différents des autres enfants. Ils ont un vécu qui fait en sorte qu'ils sont tellement vrais, ils sont tellement authentiques. Ils me sortent des choses des fois là, qui me jettent à terre. Là. Je suis très inspirée par ces enfants, parce qu'ils vivent, et puis c'est pour eux, tu sais, que je me bats en ce moment, vraiment pour leur offrir mieux. Ces enfants-là que tu viens de décrire, quand tu avais leur âge, pensais-tu que tu pouvais inspirer? Jamais. Non. Non. La première chose qu'on devrait travailler avec ces enfants-là, c'est leur estime, parce que je me rends compte qu'ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Puis c'est tellement profond déjà à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans que ce qui est triste, c'est que chaque fois qu'on leur tend la main, ils refusent de la prendre parce qu'ils ont comme intériorisé qu'ils ne méritent pas d'être aidés. Pourquoi moi je me ferais aider? Ouais. Voyons. Donc, c'est de déconstruire ça avec eux puis de leur faire comprendre qu'ils méritent d'être aidés. Il faut qu'ils acceptent les mains tendues, c'est essentiel. Mais il faut travailler leur estime. Ça, c'est la base, hyper important. C'est la base. Oui. Juste, on va amener une précision parce que mon premier réflexe, quand tu me parles d'un centre de réadaptation, je pense à des enfants, des athlètes, des personnes qui ont des handicaps. Et donc, on passe par de la réadaptation. Toi, tu fais allusion à quel type de réadaptation? C'est les jeunes qui habitent dans les centres de réadaptation, dans les grosses structures de centres jeunesse. Là. C'est des enfants qui ont subi des traumas complexes, qui souffrent de traumas complexes, qui ont subi de la maltraitance grave. Des enfants qui souffrent de troubles sévères de l'attachement, stress post-traumatique. Okay. Parfois qui ont vécu des agressions sexuelles. Il y a 3000 jeunes l'année passée au Québec qui ont vécu des agressions sexuelles. Il y a des cas lourds, difficiles. C'est des jeunes qui ont de quel âge à quel âge quand tu parles de ces centres de réadaptation-là? Maintenant, on a des enfants qui ont 5 ans en centre de réadaptation. Okay. C'était pas le cas avant. Ça fait quelques années seulement. Et malheureusement, c'est pas un endroit pour un petit enfant de 5 ans, mais on n'a pas d'autre endroit où les mettre. Donc, de 5 ans à 18 ans. 18. Qu'on va extensionner, non? À 18 ans, on va-tu garder un jeune un peu plus longtemps? C'est ce qu'on souhaite.
Oui, hein? Parce qu'à 18 ans, ils sont vraiment pas prêts à se retrouver là, dans un appartement. C'est pour ça que 33% des jeunes qui sortent du système qui se retrouvent en état d'itinérance. Mm-hmm. C'est des statistiques qui sont assez alarmantes, là. On parle d'à peu près 600 jeunes par année au Québec qui vont donc se retrouver à la rue parce qu'ils n'ont rien devant eux, là. Mm-hmm. Donc, ces centres de réadaptation-là, ça fait partie de ce qu'on appelait, ou je ne sais pas si on les appelle encore, des centres jeunesse. C'est comme ça qu'on appelait ça. Maintenant, on appelle ça des centres de réadaptation parce que ce sont des jeunes qui ont des besoins en réadaptation. Okay. Tu sais, quand on voit un enfant qui a un handicap physique, c'est visible, on comprend. Même chose quand il y a une maladie, mais ces enfants-là sont malades. Leur handicap est caché à l'intérieur de leur petit cœur, de leur petite tête. Ils ont vécu des choses. Parfois, j'ose même pas en parler parce que ça fait tellement mal d'entendre certains enfants nous raconter ce qu'ils ont traversé, là. Donc, tu sais, il y a des enfants que je côtoie, puis je me dis, un enfant parfois a vécu plus d'épreuves dans sa petite vie que toutes les personnes que je connais réunies, là. Tu sais, il y a vraiment des enfants qui ont des parcours très, très difficiles. C'est des films d'horreur. Oui. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'une personne, connue ou pas, vivante ou décédée, ce serait qui? Oh my God. Là, tu as le choix. Prends pas une personne que tu connais avec qui tu peux aller luncher demain, là. Amuse-toi, ouvre tes horizons, là. J'ai toujours rêvé de rencontrer Mohamed Ali. Okay. Je suis une grande fan. De la boxe? De la boxe, mais de l'homme aussi. Mm-hmm. C'est un homme qui me fascinait, sa vision. J'ai lu beaucoup de livres sur lui. J'étais tellement impressionnée par cet homme, par sa force brute. Je parle pas sa force physique, sa force spirituelle, sa personnalité, sa confiance en lui. Tu sais, il a quand même envoyé promener les gens qui disaient « Faut que tu t'enrôles puis va-t'en à la guerre du Vietnam. » À quel point il fallait être fort psychologiquement pour accepter. Ça, c'est des convictions. Moi, ça me parle. Avoir des convictions inébranlables. T'sais. Moi, j'ai des convictions. Puis, ça me parle beaucoup. J'aime les gens qui en ont. Là, puis c'est non négociable. C'est non négociable. Mais pour moi, Mohamed Ali, c'était ça. Là, c'est sûr que ce serait l'homme que j'accepterais de rencontrer. Puis, dans son livre, il a dit quelque chose qui m'a interpellée, puis je veux partager ça avec toi parce que moi, tu sais, je suis une grande jaseuse. Quand il est tombé malade, puis qu'il a eu le Parkinson, il disait que il y a eu les handicaps physiques, il a commencé à trembler, mais il n'arrivait plus non plus à parler, de moins en moins. Et il disait que ça l'a obligé à écouter davantage et que ça a fait de lui un meilleur être humain. Et que dans ce sens, la maladie a été une bénédiction pour lui parce qu'il a appris à écouter les autres. Wow. Ça m'a parlé beaucoup. Ouais. Et c'est une chose que j'essaie de faire beaucoup, d'écouter plus les autres. C'est clair que c'est payant d'écouter. Cependant, c'est aussi à ton tour de parler puis de prendre la parole. Pas pour rien que tu es porte-parole aussi, hein? Mais je comprends le lien puissant qui te lie à Mohamed Ali et de voir à quel point il peut t'inspirer. Parce que je sais que tu as été quand même une spécialiste, journaliste sportive dans la boxe, bien impliquée aussi auprès des athlètes. Mais il y avait du front, il y avait du guts. Mais il était spectaculaire. Il n'y avait pas juste une grande gueule, il livrait. Il livrait, lui, sur un ring. C'était fou. Puis comment il avait pu rallier des millions et des millions de personnes. Quel personnage, quel homme inspirant. Puis je pense que quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, comment on a de la difficulté à accepter la différence des autres, on a besoin d'un modèle comme lui. Ça nous manque. Tellement. Oui, ça nous manque. Une autre question? On a le temps en masse. On y va, on y va. Go, plonge. Okay. Le métier que tu as choisi de faire est-il devenu ce que tu pensais qu'il serait? Oh! Aïe. Non. J'avais ce grand rêve-là de devenir journaliste et
je pense qu'en cours de route, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je pensais. Et puis, c'est comme si tu te retrouves pris au piège d'un rêve qui est plus le tien. Mais pourquoi tu rêvais d'être journaliste? C'est arrivé quand, ce rêve-là? Quand j'étais petite, moi, mon grand-papa a eu la poliomyélite. Et il avait une jambe paralysée et un bras paralysé et il se déplaçait difficilement. Mais c'était un homme très courageux. Et chaque jour, quand je revenais de l'école, dans mon petit village de Saint-Dominique-du-Rosaire, en Abitibi, quand papa était sur le balcon de sa maison, puis il me criait « Va chercher mon journal au dépanneur ». Donc, je courais au dépanneur. J'allais chercher son journal, puis on lisait le journal ensemble. Je pense que cette carrière a été un choix émotif. Je regardais les nouvelles chaque jour avec lui, puis un jour, je lui ai dit « Moi, grand-papa, un jour, c'est moi qui va te lire les nouvelles à la télé. » Je voyais comment il aimait ça. Donc, c'était aussi pour le rendre fier que j'avais envie de faire ce métier-là. Le rendre fier de toi. Le rendre fier de moi, ouais. Et puis, il m'a vu à la télé, puis chaque soir à 18h, il était assis dans le salon avec les autres personnes âgées, puis il disait « Ça, c'est ma petite fille, ça, c'est ma petite fille. » Et puis, donc, non, pour moi, l'éthique journalistique, c'était... Tu sais, quand on parlait de conviction, c'était extrêmement important dans ma carrière. Puis plus j'avançais, plus je voyais qu'on me demandait d'avoir une éthique élastique. Et ça concordait plus avec mes valeurs. Valeurs en tant que personne, mais valeurs professionnelles aussi. Il y a une éthique qui existe. Ouais. C'est là pour les bonnes raisons. Et donc, je voyais de plus en plus de personnes autour de moi qui dépassaient l'éthique journalistique, ce qui était acceptable. Puis moi-même, parfois, on me demandait de ne plus respecter mon éthique de travail. Je ne pouvais plus continuer comme ça. C'est un milieu difficile. C'est un milieu où on est en compétition constamment avec les autres médias. C'est la course toujours aux primeurs, tu le sais. Donc, tu es en compétition avec les compétiteurs, mais tu es en compétition avec tes collègues de travail aussi, constamment. Et le fait d'être une femme, ça ne devait pas être toujours facile. Tu ajoutes une coche de plus. Journaliste sportive. Puis c'est pas parce que tu connais ça que tu es plus respecté. C'est encore une chasse gardée, malheureusement. Et il faut tous les jours prouver que tu as ta place. Ça vient essoufflant. Non. J'étais essoufflée, j'étais tannée. J'avais plus envie de devoir me prouver toujours. Tu sais, j'étais une bonne journaliste, Jean-Marie. J'aimais profondément mon travail. Je le faisais avec tout mon cœur. Avec intégrité, conviction, oui, vraiment. Mais comme tu avais déjà rempli ton mandat de faire plaisir à grand-papa, on peut dire check, mission accomplie. Oui. Alors, poursuivons. Oui. Les rêves qui t'habitaient à ce moment-là, tu es en train de les réaliser, là. Oui. Là. Là, je suis plus sur mon X. Oui. Puis pas un X minuscule. Là. Il y a une femme qui est venue me voir en conférence qui m'a dit « Tu le sais pourquoi tu as été journaliste pendant 17, presque 18 ans? » J'ai dit non. Elle a dit « C'était pour te préparer à ce que tu fais maintenant. Parce que pour venir nous parler devant 2000 personnes au Palais des Congrès d'enfants puis de maltraitance, il faut avoir un solide talent de communicatrice. Puis aujourd'hui, elle dit, tu as captivé 2000 personnes. On aurait pu entendre une mouche voler. Et j'ai rarement vu ça. Donc, ça t'a préparé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ben oui. C'est ça ta vraie mission de vie. J'ai fait, t'as probablement raison. Bon. C'est du bien comme commentaire, ça. Le bonheur, c'est quoi? Oh! Hey, moi, j'ai du bonheur tous les jours. OK. Moi, je m'émerveille facilement. Et des fois, je me trouve tellement quétaine, là. Mais je suis tellement contente d'avoir ça en moi, là. Moi, chaque jour, quand je vais chercher ma fille à l'école, là, qu'il fasse... Mettons qu'il neige dehors, là. Puis là, je dis « Ah, Lona, regarde les beaux flocons. » Puis là, on rouvre la bouche, puis on avale les flocons. Puis on rit comme deux folles, tu sais. Je m'émerveille devant cette beauté-là, de voir les beaux gros flocons descendre du ciel, de la voir rire. Puis maintenant, ma fille, chaque fois qu'il neige,
Il n'y a pas une fois que je la vois pas ouvrir la bouche. Puis, ou à chaque fois qu'on marche, je lui dis, regarde cette belle fleur, comment elle est jolie, là. Puis on se penche, Et maintenant, c'est pas rare que je marche, je me retourne, je la vois, elle est arrêtée devant une maison à 4 pattes en train de renifler une fleur. Oh, maman, si tu savais comment ça sent bon, viens sentir ça, tu sais. C'est cute. Mais des moments comme ça, on en a tout le temps, puis je suis heureuse d'être capable de ressentir ça. T'aurais pu être tellement brisée. Ouais. Mais brisée pour le reste de tes jours, parce qu'on en connaît des gens brisés qui ont de la difficulté à se réparer puis à réparer. Ouais. Alors, à ce moment-là, comme maman, as-tu des fois l'impression de trop vouloir en faire pour pas qu'elle vive ce que tu as vécu? C'est le piège. Mm-hmm. C'est le piège. Moi, je veux pas l'étouffer. Hein. Je me parle. Je me parle beaucoup. Okay. Je veux pas tomber de l'autre côté de trop lui donner, de trop... Je veux la rendre autonome, je veux la rendre indépendante. Mais moi, ma fille est rentrée en prématernelle à 4 ans. Et puis, la première journée, ça faisait 2 minutes, j'étais dans le cours d'école. Elle m'a dit, c'est beau, maman, tu peux t'en aller. Je me dis, bon, OK. Je dois avoir fait ma job pas pire, mettons, tu sais, parce que... Et là, tu l'as-tu senti comme un rejet? Oh non. OK. Oh non, elle était souriante, là. Mais toi, quand t'as vu ça, tu t'es dit quoi? Quand elle t'a dit, OK, maman, tu peux y aller, bye? Ça m'a fait un petit quelque chose. Oui. Ça m'a fait un petit quelque chose, mais j'étais fière. Un petit quelque chose, genre, définis-le? Ben, j'aurais aimé ça, tu sais, qu'elle me dise « Oh non, maman, reste un peu avec moi. J'ai besoin que tu me rassures. » J'aurais aimé ça, me sentir confortée dans mon rôle de mère, tu sais. Ouais. En même temps, non, c'est l'inverse. C'est que j'ai fait ma job. Elle est tellement sécurisée que « Maman, j'ai 4 ans, mais tu peux t'en aller. Je suis assez autonome, là. J'ai pas besoin de toi, tu sais. » Puis, je pense qu'une semaine après... Le matin, elle m'a dit « T'as pas besoin de venir me mener à l'école, maman, je connais le chemin. » Parce que l'école est au coin de la rue. Ben. Et là, j'ai dit « Hey, là, ma petite fille, tu vas te calmer. Tu as 4 ans. Non, tu ne vas pas aller à l'école toute seule. » En même temps, tout ça donne l'impression ou me donne la réponse « Tu devrais être confortée parce que ta job est bien faite. » Oui. Sauf que tu veux pas te priver du beau moment entre la maison et l'école, le chemin que tu fais avec ta fille. C'est le fun pour toi, là. C'est pas parce que t'es une mère poule puis t'as peur. C'est que tu veux pas te priver. Tu viens de le dire. Le bonheur, c'est quoi? C'est ça. Oui. C'est d'être avec elle. C'est super précieux. Puis mon changement de carrière, c'était aussi ça, parce que les 4 premières années de sa vie, je travaillais comme une folle. J'embarquais sur mon téléphone à 7h30 le matin, puis je débarquais souvent à 10-11 heures le soir, là. J'ai l'impression que tu travailles encore comme une folle, mais différemment. Je gère mieux mon horaire. OK. Puis moi, aller mener ma fille à l'école, c'est un non négociable. Ce moment-là, chaque matin, c'est à nous. Es-tu encore avec le papa? Non. 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 Donc, tu as une garde partagée? Une garde partagée, mais elle est un petit peu plus avec moi. OK. Parce que son horaire de travail ne lui permet pas d'avoir les matins. Donc, tu l'as pas mal tout le temps le matin? Presque. Okay. Pas tout le temps, mais presque. Donc, cette heure-là, du moment où on se lève et le moment que je vais l'amener à l'école, ça, c'est à nous et il n'y a rien qui touche à ça. Moi, mon téléphone est fermé. On déjeune, on rit, on discute de sa journée, on s'habille, on marche main dans la main jusqu'à la cour d'école. Puis, on se fait des cœurs avec nos mains, là, tu sais, chaque matin. Wouh! Ah oui. Bref, ça fait ton affaire. Ça fait mon affaire. Excellent. Ça repassera pas, ce moment-là. Il repassera pas, là. Non, c'est maintenant que ça se passe. T'es présente, hein? T'es toute là, hein? Go. Puis présent, c'est pas juste être là physiquement. Ben non. Oh mon Dieu, non. Tu comprends, hein? Yes, I know. Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Aïe, aïe, aïe. Je le sais. Ouais? Ah, puis ça va te parler. OK. Moi, Jean-Marie, j'étais une folle de sport. Quand je travaille pas, je fais du sport. OK. Avec ma fille, on fait du ski. Okay. On est toujours dans l'action. Okay. On adore bouger. Je suis chanceuse, là. J'ai une petite sportive.
Je joue encore au hockey 2 à 3 fois par semaine. Puis l'été, à la balle molle, 2-3 fois par semaine. Je suis allée au championnat provincial de deck hockey avec mon équipe cette année. On arrive du Final Four, qui est le gros tournoi de deck hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on invite les meilleures équipes du championnat provincial. OK. Tu sais que je suis plus jeune. Je joue avec des filles dans vingtaine, là. OK. De pouvoir encore me donner à 100% puis de pouvoir contribuer au succès de mon équipe, c'est bien important. Donc, la plus grande déception est? De ne pas avoir été une athlète de haut niveau. Ah! Oui, Okay. Parce que j'aime m'entraîner. J'ai toujours eu beaucoup de facilité dans les sports. J'aurais voulu vivre ça. La vie d'athlète de haut niveau, puis aller compétitionner à l'international, dépasser mes limites. Ouais. T'as pas idée comment j'aurais voulu ça. Garde, t'as dit que j'allais m'identifier à ta réponse. Je suis d'accord avec toi. Pas pour rien qu'on continue de s'entraîner comme des débiles, puis de faire des sports, puis d'y aller à fond, tu sais. Puis on le fait comme on peut, mais tu te dis, ça se rapproche-tu d'un championnat du monde, d'un Jeux olympiques? Ben, un peu dans ma tête, mais pas dans la réalité encore. Pas encore à la hauteur. Tu sais que c'est fini, hein, l'émission. On a déjà quasiment 1 heure de fête, là, puis Mathieu, derrière la console, il me dit conclusion. OK, conclusion. Ben, premièrement, je tiens à te dire un gros merci et te dire non seulement merci pour l'heure qu'on passe ensemble, mais pour la belle mission que tu remplis avec tout ton cœur et toute ton intégrité. Puis moi, je suis chanceux parce que je te vois évoluer, puis on veut faire des choses ensemble, on veut faire des projets, puis on bénévole ensemble. Mais je sais que ta mission est loin d'être finie. Tu sais, Richard Bach avait dit « Voici un petit test pour vérifier si votre mission sur Terre est terminée. Si vous êtes en vie, c'est qu'elle ne l'est pas. » Donc, toi, sois en vie, longtemps. Alors, dernière question, tu vas compléter, s'il te plaît. Nancy Audet, c'est 3 petits points. Wow! C'est l'amour des autres. C'est la seule chose que j'ai à dire. C'est l'amour des autres. Ça m'apporte beaucoup. Tu carbures à ça. Mais un amour authentique. Un amour désintéressé. L'amour des autres que tu reçois et celui aussi que tu donnes. Oui. Des et pour les autres. Oui. Je t'adore. Hey, Astifie, j'allais te dire je t'aime. Merci. T'es riche. T'es riche dans ton cœur puis tu m'as fait vivre un beau moment de richesse. Là, j'ai un petit moment d'émotion puis je dois dire le générique. Alors, je vais respirer un peu. Alors, merci Nancy. Alors, l'émission Porte-Parole, c'est une idée originale de Marie-Philippe Lemarbre, qui est mon agente. On l'a travaillé ensemble. Et d'ailleurs, je le dis jamais, mais c'est vrai. Les thèmes musicaux, c'est mes compositions. Alors, je me gâte en faisant de la musique. Philippe Lapointe, c'est le directeur de la station radio ici, Canal M. Merci. C'est lui qui m'a invité à venir faire une émission. Jean-Sébastien Laliberté, c'est notre chef à la diffusion. Mathieu Tessier, notre réalisateur responsable de la mise en onde. Et Gerly Ormelet, qui est la boss des réseaux sociaux. Alors, Jean-Marie Lapointe au micro, qui vous dit merci d'avoir été avec nous pour l'émission Porte-Parole. Puis je vous dis à bientôt, j'espère.